Professeur Djemeldine Nibouche, bonjour. Bonjour madame. Alors une santé de qualité, directive du président de la République, maintes fois réitérée, assurer tous les moyens pour une qualité des soins des Algériens, c'est impératif dans le contexte actuel puisque nous avons traversé une période difficile, on en a tiré les leçons après la pandémie du Covid-19. Tout à fait. Garantir des soins de qualité est une priorité évidemment extrêmement importante pour l'Algérie. Garantir la qualité des soins, c'est d'abord de garantir l'accès aux soins. L'accès aux soins est garanti par notre Constitution. Nous avons une médecine sociale. Cette médecine sociale permet évidemment à tout Algérien de pouvoir aller se soigner sans débourser aucun argent dans toutes les structures publiques de l'État algérien. Ceci est extrêmement important. Maintenant, concernant l'amélioration, d'une part, de l'accueil des malades, de leur prise en charge au niveau des hôpitaux, de l'humanisation des hôpitaux, il reste évidemment beaucoup à faire. Il faut combler toutes les lacunes constatées aujourd'hui impérativement puisqu'on parle de soins de qualité. Professeur Djemeldine Nibouche, à commencer par la disponibilité des médicaments qui doivent être assurés. Alors, la prise en charge d'un malade donc est assez complexe. La prise en charge d'un malade peut donc aller vers, d'une part, l'accueil du malade au niveau des consultations. L'organisation de l'accueil est extrêmement importante parce qu'un malade, quand il va au niveau des hôpitaux, il se sent perdu. Et c'est pour cette raison que l'accueil, et on a commencé d'ailleurs à organiser et améliorer l'accueil des malades au niveau des structures publiques, et ceci est fondamental. D'autre part ensuite, la prise en charge au niveau médical et surtout aussi paramédical est importante pour que le malade sente qu'il est bien soigné, et les résultats doivent évidemment apparaître. Pour cela, d'énormes efforts ont été accomplis jusqu'à présent. Ces efforts restent insuffisants car il y a certaines données très importantes. Je m'explique. D'abord, il y a donc un nombre de plus en plus évident d'habitants. Il y a eu cette démographie galopante et les structures de santé n'ont pas suivi évidemment l'augmentation importante de la population qui a entraîné une demande de soins. Une demande de soins, lorsque vous avez une demande de soins qui dépasse de loin les capacités d'accueil et de prise en charge des malades, il se crée évidemment des problèmes. Et ce sont les problèmes actuellement que nous vivons. Et donc, il faudrait revoir il faut réorganiser pour le moment toutes ces structures. On a parlé de réforme, on a fait donc plusieurs tentatives de réforme au niveau de la santé depuis plusieurs années jusqu'à présent, avec tous les séminaires qui ont été organisés, etc. Mais on ne sent pas actuellement donc les résultats de tout ce que l'on a essayé de faire. Mais, professeur Djemeldine Nibouche, il faut une réorganisation des structures hospitalières impérativement pour l'adapter en assurant bien sûr la disponibilité de tous les moyens. C'est la directive récente du président de la République, à commencer par les médicaments. C'est ma question. À commencer par les médicaments, le médicament a été réorganisé puisqu'il y a eu la création donc du ministère de l'Industrie pharmaceutique. À mon sens, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, comme son nom l'indique, doit s'occuper de la production des médicaments et assurer donc une production assez large possible et assurer une disponibilité du médicament au niveau du marché algérien. On doit commencer absolument par ce que l'on peut produire. Ce que l'on peut produire d'abord par des médicaments essentiels, et j'ai toujours insisté pour qu'il y ait donc une liste des médicaments essentiels en Algérie, pour que l'Algérie puisse produire au départ tous ces médicaments essentiels que l'on peut produire. Nous avons un tissu industriel pharmaceutique en Algérie assez important. Il faudrait donc que la production puisse
évidemment accompagner l'importance de ce tissu. Si nous prenons Saïdal, et Saïdal, nous voyons que actuellement le niveau de production de Saïdal est extrêmement bas, de l'ordre de 2 à 4% de capacité de production, ce qui est très très insuffisant. Et je pense qu'il faut absolument une véritable révolution pharmaceutique en Algérie. Pourquoi ? Parce que sur le plan politique, l'Algérie doit avoir une certaine indépendance économique en matière de médicaments. Elle doit absolument, vu que le médicament est devenu aujourd'hui donc est devenu stratégique. Le médicament est stratégique. Il faudrait qu'il y ait une certaine indépendance vis-à-vis de la production pharmaceutique. Il faut qu'on soit indépendant sur le plan de production pharmaceutique. Deuxièmement, on ne peut pas être évidemment sur le plan du marché du médicament tout à fait combler toutes les lacunes. Il est évident que nous ne pouvons produire que ce que nous pouvons produire. Il y aura des médicaments qui seront importés. Évidemment, ces médicaments de haute technologie ou des médicaments innovants actuellement nécessaires à le traitement évidemment des différentes maladies, mais il faut une stratégie, définir les médicaments essentiels, définir les médicaments intermédiaires et définir les médicaments innovants. Quels sont les médicaments innovants que l'Algérie doit importer ou, dans une certaine partie, produire. Alors justement, par rapport à cette question qui est éminemment importante, puisque le président de la République l'a abordé lors de son dernier entretien avec les médias nationaux, il a parlé bien sûr de la visibilité, de la numérisation, des statistiques et des chiffres qui sont importants. Alors les statistiques et les projections permettent aujourd'hui de définir, par exemple, le niveau d'importation pour assurer bien sûr des soins de qualité pour les Algériens, les médicaments essentiels comme les anticancéreux. C'est devenu aujourd'hui primordial puisque nous avons quelques chiffres qui sont déjà annoncés par certains spécialistes de la santé qui annoncent l'équivalent de les 55 000 voire 70 000 cas de nouveaux cancers annuellement. C'est des statistiques qu'il faut prendre en considération pour assurer bien sûr la disponibilité de ces médicaments qui sont dispensés qu'au niveau des hôpitaux, qui relèvent de la PCH. Absolument. Et la PCH, c'est la santé. Ce n'est pas l'industrie du médicament. Professeur Djemeldine Bouche. Vous savez, les choses doivent être bien organisées. Je ne comprends pas d'où proviennent ces statistiques, car chacun donne des chiffres. Est-ce que ce sont des chiffres justes ou pas justes? Je ne sais pas. En tout cas, les chiffres justes doivent parvenir de structures habilitées à les donner. Quelle structure mettre en place pour donner ces Mettre chiffres? en place des instituts, Madame Souhila. Le pays a besoin d'instituts. Institut du cancer, qui était Pierre et Marie Curie. Pierre-Marie Curie a été conçu il y a très longtemps comme institut du cancer. C'est à partir d'un institut qu'on va élaborer les chiffres nationaux, qu'on va donner la stratégie en matière de politique de santé en matière de cancer. C'est à partir d'un institut qu'on peut donner le référentiel. C'est à partir thérapeutique, à partir d'un institut qu'on peut donner les protocoles thérapeutiques. Comment voulez-vous dire que nous avons un manque de médicaments dans un domaine particulier alors que nous n'avons pas les protocoles thérapeutiques? Les protocoles thérapeutiques doivent être officialisés par des instituts. Et l'institut fait de la recherche aussi. Nous avons besoin d'instituts. Institut du cœur, institut du rein, qui existe d'ailleurs, qui n'a jamais vu le jour. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi un institut a été construit, mais jusqu'à présent il ne fonctionne pas. Institut du cancer, institut du cœur, institut des maladies infectieuses, institut de... Tous ces problèmes de santé publique doivent avoir des instituts reliés à l'Institut national de santé publique. C'est à partir de ces instituts-là que nous aurons les chiffres. C'est à partir de ces instituts-là que nous aurons les demandes en fonction des protocoles. On va voir des protocoles et on va dire, voilà, il nous faut tel médicament pour pouvoir soigner telle et telle maladie. Ces protocoles
ne sont pas automatiquement des protocoles que l'on va importer de l'étranger, mais des protocoles qui vont être adaptés à la situation sanitaire de l'Algérie. Nous avons donc des maladies assez particulières, nous avons des pathologies très particulières et nous avons nos préoccupations de santé publique, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Mais tout ça nécessite, madame, je pense très sincèrement, nécessite la mise en place urgente d'instituts, comme dans tous les pays du monde, qui puissent travailler et à partir des données des instituts, nous pourrons alors établir une planification, non seulement en matière de médicaments, mais aussi concernant aussi d'autres éléments de la santé. Mais justement, quand vous parlez un peu de la planification par rapport à ces instituts qui doivent être mis en place, vous avez parlé bien sûr de l'Institut du cancer, celui du rein, celui du cœur, d'autres aussi pathologies qui sont les plus importantes dans notre pays, puisque nous recensons l'équivalent de 4 millions de personnes atteintes bien sûr de diabète, le même chiffre pratiquement pour l'hypertension artérielle. Est-ce qu'il faudrait aussi que l'INSP, l'Institut national de santé publique, joue son rôle de façon efficace? La prévention, c'est la mère de toutes les maladies. C'est ce que disent aujourd'hui les professionnels de la santé. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, oui, professeur Djemeldine Bouche, puisque depuis quelque temps, l'INSP, il est quasiment absent. L'Institut national de santé d'un pays est le poumon sanitaire d'un pays. La prévention, essentiellement. En matière non seulement de prévention, mais de directives. Il doit donner les directives en fonction des données que reçoit l'Institut national de santé publique en matière d'épidémiologie. En matière d'épidémiologie, ceci est important, mais l'Institut national de santé publique, Madame Souhila, ne pourra travailler que s'il reçoit des données. Comment va-t-il recevoir les données épidémiologiques en Algérie? Ce sont les instituts de base dont je viens de parler. Ces instituts n'existant pas, comment voulez-vous que l'Institut national de santé publique puisse travailler? La numérisation fait défaut aujourd'hui. Alors, en matière de... La numérisation, Madame Souhila, est un outil maintenant indispensable, est un outil moderne. Comment voulez-vous avoir une gestion moderne d'une structure alors qu'elle n'est pas actuellement numérisée? Mais nous ne sommes pas au XXe siècle. Il faut absolument numériser. Ce sont des outils indispensables à la gestion rigoureuse et transparente de toutes les structures, qu'elles soient sanitaires ou autres, de toutes les entreprises. Et ça mettra fin à l'opacité. On saura combien de médicaments existent dans telle ou telle structure, avec bien sûr de la précision. Oui. Puisque même le président, il a dit, oui, en colère. D'ailleurs, professeur Djemeldine Bouche, oui, la numérisation sera mise en place de gré ou de force, ou par la force. Mais monsieur le président de la République a entièrement raison. Mais on a perdu énormément de temps. Nous sommes très en retard. Et je pense que le président de la République a raison d'insister sur cet élément important. Le pays ne pourra pas se développer si on ne développe pas, et de façon très rapide, la numérisation. Nous serons toujours très en retard en matière de gestion rigoureuse. Et le président a raison en disant que la numérisation et la transparence même de la gestion, oui, il faut qu'il y ait une transparence de la gestion pour que l'on puisse donc réussir. Alors, professeur Djemeldine Bouche, je voudrais revenir un peu avec vous sur, bien sûr, les structures à mettre en place pour donner la fiabilité et la visibilité par rapport aux actions qui sont engagées aujourd'hui au niveau du département de la santé, qui sont éminemment importantes, puisque ça concerne directement la santé et la santé des citoyens. Il n'y a pas plus précieux dans la vie que la santé. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de la mise en place des instituts spécialisés dédiés à certaines pathologies, les pathologies les plus fréquentes, les maladies non transmissibles, mais qui occasionnent beaucoup de dégâts, et également la nécessité de relancer aujourd'hui les missions et les prérogatives de l'Institut national de santé publique. Il faut une vision et une autre feuille de route pour le secteur de la santé aujourd'hui, puisqu'on est passé d'un secteur qui s'occupait de la réforme, aujourd'hui de la population, donc il prend en considération le niveau d'augmentation de la population pour les prochaines années, et bien sûr le vieillissement aussi de la population.
professeur Djamaldini Oui. Djamaldini Alors j'ai parlé tout à l'heure de la population de l'accroissement de la population qui est importante, important. Nous sommes actuellement donc à plus de 45 millions d'habitants. Nous sommes plus donc aux années 70. Et donc les capacités réelles du pays en matière de sanitaire n'ont pas évolué avec l'accroissement rapide de la population. Deuxièmement, le deuxième élément important, c'est qu'il y a eu, comme vous l'avez si bien dit, le vieillissement de la population. qu'il faut prendre en considération Nous aujourd'hui. sommes pas, oui, nous avons un vieillissement, nous avons une espérance de vie actuellement, comme l'a dit le président de la République, pour les femmes à 76 ans, les hommes à 76 ans, les femmes à 78 ans. Ça, c'est dû à l'amélioration nette, évidemment, du niveau de vie. Et l'amélioration du niveau de vie nous a fait, évidemment, nous a fait donc reléguer au deuxième plan les maladies que nous avons vécues. Nous avons vaincu, comme évidemment les maladies infectieuses, le choléra, la fièvre typhoïde et toutes les maladies de la misère. Mais maintenant, nous avons devant nous des maladies assez sérieuses. L'accroissement très important du cancer, l'accroissement très important des maladies cardiovasculaires, l'accroissement très important du diabète, de l'hypertension artérielle, de toutes ces maladies des pays développés, et nous devons y faire face. Pour y faire face, nous devons absolument avoir une médecine moderne. Nous avons parlé de la nécessité impérieuse de la numérisation. D'ailleurs, je tiens à vous donner une information. Hier, il y a eu l'installation du Conseil scientifique et technique de la numérisation, dans le cadre évidemment de l'installation de l'agence qui existe, l'agence de numérisation du ministère de la Santé, et j'espère que cette agence va pouvoir évidemment lancer très rapidement le chantier de la numérisation au niveau de la santé. Est-ce qu'on a besoin de commissions encore une fois? Il faut quand même accélérer la cadence. Vous savez, c'est le travail sur le terrain qui importe. On en parle depuis quelques temps déjà de la numérisation. Ce ne sont plus les commissions et ce ne sont plus les réunions et ce ne sont plus donc les séminaires et ce ne sont plus donc les colloques qui vont régler le problème de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, ce sont les résultats. C'est l'évaluation. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on installe une institution, 1 année, 2 années, 3 années après, il faut l'évaluer. L'évaluation est extrêmement importante et je vous ai toujours parlé, Madame Sohila El-Hachmi, de l'évaluation. Les évaluations en Algérie ne se font pas. Nous devons avoir des chiffres fiables sur ce que nous faisons. Et si ce que nous faisons n'est pas bon, il faut revoir la situation. Pourquoi c'est pas bon? Et j'avais parlé de la faisabilité. Quand on fait des choses, il faut que ça soit faisable. Et sinon, c'est l'échec total. Donc nous faisons des institutions et puis après, il n'y a pas de résultat. Alors justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, professeur Djamaldini Bouch, moi je voudrais revenir un peu en arrière. Le 25 décembre dernier, le président de la République avait tenu un conseil des ministres. Dans un des chapitres, il était consacré bien sûr au secteur de la santé. Je reprends textuellement le communiqué du conseil des ministres qui dit que le président de la République a souligné que le principal problème du secteur de la santé ne concerne pas la structuration, mais plutôt la gestion, et que la réforme doit se poursuivre tout au long de l'année et non pas pendant une période définie, ne pas attendre bien sûr les directives du président de la République pour pouvoir agir. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, professeur Djamaldini Bouch. Mais tout à fait, tout à fait. Quand on fait donc une action, c'est une action à court, moyen et à long terme, mais c'est une action soutenue. L'action doit être soutenue. Elle n'est jamais périodique ou occasionnelle. Mais c'est ça qui fait, c'est le véritable frein à nos actions qui ne sont pas efficaces. Il faudrait qu'il y ait une planification rigoureuse. En matière de santé, par exemple, vous voyez, on ne va pas réinventer la roue. Il y a d'abord la santé de proximité.
Où est ce médecin référent et qui existe maintenant dans la loi sanitaire? Le médecin référent... Les textes d'application n'ont pas oui, paru. le médecin référent n'est pas apparu. Or, le médecin référent est une nécessité absolue si l'on veut absolument améliorer actuellement notre système de santé. Médecin référent, médecin de famille. Le malade, quand il a une maladie, surtout urgente, ben, il est livré à lui-même. Il ne sait pas où donner de la tête. Ça, c'est important. Le premier contact, first medical contact, dans tous les pays du monde est fondamental. Il faudrait que le malade, quand il a un problème urgent, il sache à qui s'adresser, et c'est le médecin référent, c'est le médecin de famille, et ça c'est au niveau de la loi sanitaire algérienne. Deuxièmement, les structures de proximité que sont les dispensaires. Après les dispensaires, il y a les centres de santé, ou qu'on appelle polycliniques maintenant, parce qu'on change souvent de nom, je ne sais pas pourquoi on change de nom. Et puis il y a l'hôpital communautaire. Le premier hôpital, c'est l'hôpital communautaire, 40 000 pour 40 000 habitants. Et ensuite, ça c'est les soins primaires. Madame Souhila Hachmi, c'est des soins primaires, c'est une organisation rigoureuse, elle est universelle, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Et après, il y a les soins secondaires, il y a l'hôpital de Wilaya. Et l'hôpital de Wilaya, ce qui est l'ex-hôpital départemental, doit absolument gérer l'ensemble de la santé d'une Wilaya. La décentralisation, madame Souhila Hachmi. Nous avons longtemps parlé de la décentralisation qui n'arrive pas. Le ministère de la Santé ne peut pas tout centraliser au niveau du ministère. Il faut décentraliser. Il faut laisser le wali absolument prendre en charge la population. Chaque wilaya et les conseils scientifiques assurer aussi chaque wilaya doit avoir ses propres prérogatives. Ce ne sont pas les mêmes populations. La population du sud n'est pas la même que celle du nord. Il y a d'autres pathologies. La densité de la population n'est pas la même. Les préoccupations sanitaires ne sont pas les mêmes. Chaque wilaya a ses propres spécificités, et c'est pour cette raison qu'il faut un hôpital de wilaya. L'hôpital de wilaya est fondamental. Il doit y avoir toutes les spécialités dans un hôpital de wilaya pour que le malade n'aille pas ailleurs. Il doit se soigner dans sa wilaya, et c'est ça la décentralisation sanitaire. Elle est importante et depuis très longtemps on en parle. Et ensuite, il y a les hôpitaux spécialisés. Bon, je vois des hôpitaux, les urgences donc médicaux, chirurgicales qui naissent. Les hôpitaux des urgences, c'est une très très bonne chose. Il faut absolument savoir où les mettre, et parce que le malade, quand il est traité pour une urgence, il faut qu'il soit aussi, qu'il trouve la place au niveau d'un hôpital de soins courants. Et il y a les hôpitaux de haut niveau. Alors les hôpitaux de haut niveau, on en a déjà parlé, c'est très important, on pourrait peut-être développer ce point qui pour moi est extrêmement important. Et la décentralisation, c'est une des revendications bien sûr des populations locales, et on l'a vu lors de la rencontre du ministre de l'Intérieur avec la représentant de la société civile au niveau local. Il revendique des structures hospitalières de qualité, de telle sorte à ne pas avoir à se déplacer dans d'autres villes ou d'autres wilayas ou la capitale pour pouvoir se soigner. Alors aujourd'hui, on parle des hôpitaux dédiés aux urgences. Est-ce une bonne idée, puisqu'on parle aussi de la création de 5 hôpitaux spécialisés en urgences médico-chirurgicales et d'un hôpital spécialisé dans la lutte anti-cancer. C'est important, puisqu'on a parlé bien sûr des soins de haut niveau. Professeur Djamel Dinibouch. Oui, rapidement, c'est très bien. On aborde les questions des auditeurs. Oui, c'est très bien, mais si vous voulez mon point de vue... Ça réactualise toute la carte sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut une organisation planifiée, madame Souhila. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il faut créer. Il faut créer, oui. Il faut d'abord étudier la faisabilité. Il faut étudier les contraintes. Et évaluer par la suite. Parce que si on ne fait pas d'évaluation, ça ne sert à rien. On restera toujours dans l'échec. Évaluation, et avoir le courage de se remettre en cause. C'est ça, comme dans tous les pays du monde, c'est ça la clé de la réussite. Se remettre en cause quand on ne réussit pas. On ne reste pas toujours dans l'erreur. Ce qui est important quand on crée des hôpitaux, madame Souhila Hachmi, il faut une planification. Un hôpital a des critères. On crée un hôpital, pourquoi le créer dans cette région ? Quelles seront ses prérogatives? Quelle est la nécessité?
d'avoir un hôpital ici. Il doit entrer dans le cadre d'une planification. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est en fonction du nombre d'habitants qu'on crée des hôpitaux. L'hôpital de Wilaya doit être l'hôpital central. Maintenant, les hôpitaux des urgences, si vous prenez Alger par exemple, il faut faire un plan sur la ville d'Alger, sur la gestion de l'urgence. C'est une très très grande ville qui a donc des spécificités, qui a des contraintes énormes de circulation, etc. Et il faut savoir comment prendre l'urgence médicale ou chirurgicale à Alger, par exemple, je prends un exemple, comment la gérer. Ce n'est pas la même chose que d'aller à la Rouate. La Rouate, ça sera une autre planification de l'urgence. Mais il faudrait que chaque contrée de notre pays doit avoir une planification rigoureuse de la prise en charge d'une pathologie donnée. Ce n'est pas de créer pour créer. C'est pas, mon point de vue, c'est cela. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi revoir la formation médicale en fonction des maladies émergentes, professeur Djemel Bouche, en tenant compte bien sûr du vieillissement de la population, puisque si on prend quelques chiffres indicateurs, en 2030, on sera l'équivalent de 50 millions d'habitants avec 8% de vieillissement de la population. C'est important quand on sait que dans la nomenclature actuelle, la gériatrie n'existe pas dans notre pays. C'est pas qu'elle n'existe pas. Elle existe mais, par les textes, mais dans les faits, oui, pas du tout. c'est-à-dire que le sujet âgé est pris en charge dans les structures de santé habituelles. Avec un garde-malade qui est sur Voilà, c'est ça. Donc il y a une spécificité, évidemment, de la prise. Oui, ce n'est pas normal, madame. Garde-malade, c'est pas normal. Oui. C'est vrai. Donc là, et des structures donc adaptées au sujet âgé doivent être créées. C'est une nécessité. Et on doit étudier la planification. Il faut planifier, donc, comment allons-nous en Algérie prendre en charge le sujet âgé. Revoir la formation, notamment la paramédicale, puisqu'on sait... Définir d'abord ce qu'est un sujet âgé, et ensuite définir les pathologies du sujet âgé, et ensuite dire comment allons-nous prendre en charge le sujet âgé. Le sujet âgé, il y a différentes façons de le prendre en charge. Mais il y a d'abord, madame, il y a d'abord les soins à domicile. On laisse le sujet dans son milieu familial. Il y a l'hospitalisation à domicile. L'hospitalisation à domicile en Algérie n'a pas pu se développer. Je ne sais pas pourquoi. Un sujet âgé, surtout en Algérie, avec notre culture, nos traditions, et il est toujours entouré de sa famille, et donc on pourrait le traiter chez lui. Dans tous les pays du monde, les soins à domicile existent. Dans tous les pays du monde, l'hospitalisation à domicile existe. Moi, je pense que la priorité maintenant, c'est de développer l'hospitalisation à domicile pour ces sujets âgés. Ensuite, penser évidemment à développer la gériatrie. Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Paramédical est essentiel aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a des lacunes. On forme à travers le territoire aujourd'hui, on recrute, c'est-à-dire des agents assistants paramédicaux, mais pas des infirmiers spécialisés, comme ce fut le cas par le passé. Vous savez, le problème... Vous m'en avez parlé il y a quelque temps déjà. Je vous ai parlé, vous l'avez déploré. J'ai déploré qu'il y ait beaucoup d'aides-soignants. Nous avons énormément d'aides-soignants, mais à l'hôpital... On n'a plus d'infirmiers spécialisés. Oui, il n'y a pas d'infirmiers. Mais l'aide-soignant se transforme en infirmier à l'hôpital. Il n'a pas le droit de donner un médicament au malade. Il assiste l'infirmier. Il doit prendre en charge le malade. C'est le garde-malade. C'est le garde-malade. Il doit prendre... Or, il s'est transformé en infirmier. Et maintenant, il n'y a plus d'aide-soignant. Et c'est pour cette raison que maintenant, nous avons des gardes-malades. Mais pourquoi il n'y a plus d'aide-soignants au niveau de nos structures? On a négligé la formation. Oui, nous avons formé beaucoup plus d'aides-soignants, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il va y avoir un recrutement prochain, 30 000. Que d'infirmiers. Mais des recrutements prochainement. Alors qu'il faut former énormément d'infirmiers, et nous avons vraiment très peu d'infirmiers. Et vous avez raison, madame, actuellement, c'est la médecine moderne, l'infirmier spécialisé. L'infirmier spécialisé, donc, en soins intensifs. Qui substitue parfois les professeurs et les médecins. Absolument. Qui est d'un niveau appréciable, qui est universitaire. Qui est formé par les professeurs. Niveau. Vous voyez que le malade se plaint, il vous dit, moi je suis bien soigné par un médecin compétent, je ne discute pas la compétence du médecin, mais le paramédical, c'est une catastrophe. C'est la réalité sur le terrain. Pourquoi ?
Mais on a les instituts, parce on en a que beaucoup. ce sont des aides-soignants qui le prennent en charge. Ce ne sont pas des infirmiers Qui diplômés. n'ont pas la formation. Qui n'ont pas la formation requise. Et ça, c'est un fléau en Algérie, c'est un point noir, justement, dans la prise en charge hospitalière des malades en Algérie. Et je pense qu'il faudrait absolument penser à remédier à cette situation. Mais pourquoi ces aides-soignants se sont transformés en infirmiers et parfois même des infirmiers spécialisés? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne forme plus des infirmiers alors qu'on a les instituts nationaux dédiés pour la formation des infirmiers. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé, professeur Djamel? Il y a eu une certaine période, une certaine cassure. Alors on n'a pas bien compris pourquoi il y a eu cette cassure. Un certain moment qui a duré donc plusieurs années. Moi je vous parle, ça fait une dizaine d'années maintenant ou plus. Et maintenant on se retrouve avec, le ministère de la Santé se retrouve avec vraiment un tracas de pouvoir régler ces problèmes. Il faudrait absolument qu'on trouve une solution assez rapide. Mais on va recruter prochainement, on parle d'un recrutement de l'équivalent de 30 000 aides-soignants. Il faudrait plutôt favoriser la formation et le recrutement des infirmiers. Absolument, absolument. Bien sûr, c'est un Et bac vous avez parlé au tout plus. début de l'émission de la qualité de soins. La qualité de soins dépend aussi de la compétence et de l'expérience. Excusez-moi, madame, l'expérience en Algérie est négligée. Vous savez, vous avez un CV, il y a l'expérience. Il y a d'abord, dans tous les pays du monde, vous avez une période d'adaptation, une période où celui qui est recruté fait donc un stage. Un médecin, quand il termine ses études, devient stagiaire, ne peut pas exercer immédiatement. Un infirmier ne peut être que stagiaire au début de son recrutement. Et il y a une période d'essai aussi, et une période de formation. L'expérience est très importante. On ne peut pas comparer un infirmier qui a 10 ans d'expérience avec un infirmier qui vient d'être recruté, et c'est la même chose pour les médecins. Et c'est la même chose pour les professeurs qu'on fait partir à la retraite à 70 ans, alors que cela ne se pratique dans aucun autre pays à travers le monde. Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est celle de l'auditeur, et c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Professeur Djamel Nibouche, on parle bien sûr de la gratuité des soins dans nos hôpitaux. Nous avons un système des plus généreux puisqu'il permet aujourd'hui l'accès aux soins à travers tout le territoire national à toutes les personnes malades, qu'elles soient riches ou pauvres, sans discrimination aucune, alors que vous avez aussi parfois des pénuries de médicaments, les équipements toujours en panne, et les patients sont orientés vers les pharmacies pour acheter les médicaments et vers les laboratoires et cliniques privées pour faire des analyses ou des scanners et des interventions chirurgicales. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier, professeur Djamel Nibouche, puisque moi-même, j'ai été confronté à un hôpital à aller acheter un thermomètre, un tensiomètre, un glucomètre et aussi un test antigénique. Professeur Djamel Nibouche, sans parler des autres c'est votre constat et c'est le mien. Et c'est le constat de tout le monde. Vous avez très bien dit une phrase importante. La médecine gratuite garantit l'accès facile aux soins. Oui, la médecine gratuite garantit l'accès facile aux soins, mais quels soins? Le problème, c'est quels soins? Vous avez dit les soins reviennent très chers aux patients, Madame Souvila, actuellement, et c'est une réalité, il faut avoir le courage de le dire. Et la nomenclature des soins n'a pas évolué depuis les années 90. Vous faites des remboursements. Le matériel des hôpitaux est souvent en panne, et vous le savez. Si on se compare aux cliniques privées, il n'est jamais en panne. On le sait, on sait pourquoi. On sait pourquoi. On n'a jamais changé de la réglementation pour pouvoir régler ce problème depuis des années, on le dit. Et vous avez un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les laboratoires d'analyse qui gravitent autour des habitants. Les laboratoires d'analyse qui gravitent, les cabinets privés qui gravitent autour des hôpitaux. On a une véritable cité hospitalière ou cité extra-hospitalière médicale. C'est à croire qu'on pourrait penser que les pannes seraient volontaires. Je dis bien seraient. Ça, je ne pourrais pas le dire. Ou alors mais elles existent. Elles sont. Peut-être qu'il y a une surexploitation du matériel.
Mais nous savons les causes. Je parle en Le condition. matériel qui tombe en panne n'est pas facilement réparé, demande un temps quand même considérable. On sait très très bien les contraintes. Ce sont des contraintes administratives, réglementaires, qui ne dépendent pas du ministère Parce de la qu'il est- Santé dans la plupart des cas. Il C'est est autre exposé chose. aux appels d'offres. Voilà. Il est Cahier de exposé charge. aux appels d'offres. Il y a donc une lourdeur Au code des bureaucratique, marchés publics. une lourdeur bureaucratique qu'il faut absolument détruire. Le code des marchés publics. C'est ça qui fait que nos hôpitaux ne marchent pas en matière de maintenance du matériel médical. Cette lourdeur bureaucratique est néfaste au développement de nos hôpitaux et de nos structures de santé. Il faut absolument, immédiatement, et c'est urgent, de revoir tout ça. Alors le Pour une problème... pièce, il faut soumissionner, être Oui. bien sûr Ou conditionné vous par le code avez des un marchés malade publics. hospitalisé qui vous dit, mais écoutez, moi je suis hospitalisé, je paye 20 millions. Je paye 20 millions parce que moi je fais mes examens en dehors de l'hôpital, il n'y a pas de réactif, il n'y a pas de radio, ils sont obligés et puis ils ne sont pas remboursés, ils payent 20 millions, ça lui revient très très cher. Il vous dit, moi je préfère donc aller me soigner au niveau des cliniques privées, là je paye. Ou à pas. l'étranger. Ou à l'étranger. Donc ça c'est La une Tunisie et la réalité. Turquie, maintenant qui sont C'est une- devenus, voilà, c'est une le tourisme réalité. sanitaire. C'est une réalité que nous vivons tous. Vous avez vécu, et je le sais, puisque je connais très bien le problème, vous avez vécu une situation sanitaire assez désastreuse. Il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Glucomètre, Pas tensiomètre. de glucomètre. On doit absolument les ramener de l'extérieur. Tout ça doit absolument cesser. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut une obligation de résultat par structure hospitalière? Est-ce qu'il faut avoir cette culture d'évaluation des hôpitaux? Professeur Djemeldine Oui. Nibouche, il Alors. faut faire évaluer les structures sanitaires par des organismes indépendants Oui. pour relever ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce que dans certains hôpitaux, ça marche bien, dans d'autres, non. Est-ce qu'il faut avoir Ça, cette c'est la culture responsabilité- du contrôle La et d'évaluation? responsabilité de ceux qui dirigent. Un hôpital est dirigé par un directeur. Il faut une évaluation. Non, une évaluation externe et indépendante. Maintenant, l'évaluation va commencer à se faire. Bon, j'ai cru comprendre que très bientôt, il va y avoir des évaluations. Mais on a trop tardé. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que nous demandons des évaluations sur la performance d'une structure sanitaire. Mais la performance d'une structure sanitaire doit être évaluée sur des paramètres. C'est des paramètres objectifs. On ne fait pas une évaluation pour faire une évaluation, mais il faudrait que les paramètres soient justes. Il faudrait que les paramètres soient performants pour pouvoir absolument dire que voilà, cette structure donc a atteint ses objectifs. Dans tous les pays du monde, une structure qui n'atteint pas ses objectifs s'arrête de travailler parce qu'elle devient néfaste. Ça devient donc une structure qui va provoquer des contraintes pour l'État. Et c'est pour cette raison que les évaluations doivent se faire à tous les niveaux. Un chef de service doit être évalué. Un directeur d'hôpital doit être évalué. À tous les niveaux, on doit évaluer évidemment les structures pour savoir si elles sont efficaces et qu'on doit continuer ainsi. Alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui est très opportun. Il faudrait aussi parallèlement améliorer les conditions de soins des médecins dans les structures hospitalières. Parfois pour la garde, nous n'avons même pas des chambres. Nous avons des chambres incompatibles pour bien sûr être pris en charge, nous laver les mains et bien sûr exercer notre métier dans des conditions c'est-à-dire convenables. Et parfois nous avons même des dizaines de malades qui partagent le même c'est-à-dire sanitaire. Alors, ou le lavabo et même, c'est-à-dire espaces. Alors, je vais vous donner très rapidement 2 secondes Oui, les normes d'un hôpital. Un hôpital doit avoir un internat. Un hôpital doit avoir une bibliothèque. Et surtout un restaurant. Une bibliothèque, qu'il soit santé publique ou qu'il soit universitaire. Il ne faut pas qu'il soit universitaire pour qu'il... Une bibliothèque. Des salles de détente. Un internat. L'internat comprend la restauration, comprend tout ce que vous voulez, des salles de détente, etc. Comment voulez-vous qu'un personnel de l'hôpital qui travaille 24 heures sur 24 sort avec sa tenue de bloc et aller acheter un casse-croûte à quelques mètres de l'hôpital et rentrer parce qu'il n'y a pas d'internat dans un hôpital?
Ça aussi, c'est très important de le dire. Il y a une déliquescence vraiment incroyable actuellement en matière de prise en charge du personnel médical et paramédical dans un hôpital. Avant, il y avait des internats, et ces internats ont disparu dans certains hôpitaux. Il y avait des bibliothèques qui ont disparu, et c'est malheureux de le dire. Et j'espère que dans l'avenir, cela va se régler. Professeur Jamel Dinibouche, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Je vous en prie, madame.